Monsieur le Président de la République, Mesdames, Messieurs, chers amis du 9 mai, nous venons de conclure une journée de débat impressionnant en termes de franchise, en termes de qualité, en termes de diversité, en termes d'engagement. Nous sommes ce soir, je crois, 800. Plusieurs milliers de personnes souhaitaient s'inscrire. Et je crois que nous avons tous senti une volonté commune d'agir pour remettre l'homme et le citoyen au cœur de la construction européenne. Tout à l'heure, lors du dernier débat, un jeune homme posait une question. N'est-il pas temps, je l'interprète à ma manière, n'est-il pas temps que tous ceux qui veulent faire de l'Europe une véritable puissance démocratique se lèvent? N'est-il pas temps de créer un mouvement civique européen? Je pense que la réponse est évidente. La réponse est oui. La réponse est oui parce que si nous voulons véritablement faire de l'Europe une démocratie, si nous voulons que l'Europe se transforme, qu'elle soit une grande puissance démocratique, sociale, culturelle, artistique, politique, industrielle, écologique dans la mondialisation, ce sont les citoyens qui doivent prendre l'initiative. Nous ne pouvons pas continuer à nous plaindre constamment, excusez-moi Monsieur le Président, de l'incurie des chefs d'État et de gouvernement. Si vous êtes d'accord, vous pouvez même applaudir. Nous devons, citoyens, leaders d'opinion du continent, prendre nos responsabilités. Et comme tout à l'heure, plusieurs d'entre vous nous y ont invités, je vous invite tous à organiser dès maintenant, à partir de cette convention, un mouvement civique européen. Donnons-nous les moyens de l'action, donnons-nous les moyens d'inventer de nouvelles formes de démocratie. La réalité, c'est que si nous pouvons partager une vision commune, je crois que nous l'avons. Les fondements de l'Europe, les fondements de la construction européenne sont profondément remis en question. Les peurs, le terrorisme amplifient les comportements nationalistes et les vents populistes. La crise économique et financière a accru la fragmentation de l'Europe. On parle trop souvent d'une Europe pour les Européens de l'Est ou d'une Europe pour les Européens de l'Ouest. Il y aurait une Europe du Nord et une Europe du Sud, une Europe des riches et une Europe des pauvres. Aujourd'hui, tous ceux qui sont rassemblés croient que l'Europe doit se faire pour tous les Européens. Dans les 2 années qui viennent, si l'Europe n'est pas mise au service des Européens, notre crainte à tous, qui a été relayée par le président de la Commission européenne, c'est qu'elle s'effondre. Et donc le sujet, notre sujet collectif, c'est d'agir. Agir pourquoi? Parce que l'Union européenne est indispensable dans un monde qui n'est plus européen. Nous savons que dans les 20 ans qui viennent, et nous en avons longuement discuté, il n'y aura plus de puissance européenne dans le G8. Nous savons aussi que les grands défis auxquels nos pays doivent faire face sont des défis par essence transnationaux. Le terrorisme. Et ce matin, Monsieur le Président, vous rendiez hommage aux victimes de Nice. Visé le 14 juillet, parce que c'est la France, parce que c'est l'Europe. Les migrations. Un pays comme le Nigeria gagne chaque année 10 millions d'habitants, plus que la Suisse. Nous ne pouvons pas construire des murs pour nous isoler. Il nous faut agir de manière proactive et reprendre notre destin en main. Les peurs de toutes sortes, peur de perte d'identité, peur de perte de revenus,
peur de perte d'emploi. Et tout ça se traduit dans une perte de confiance dans nos démocraties et dans les institutions européennes, avec une union qui est vécue comme une machine lointaine, coûteuse, irresponsable. Nous savons que c'est loin d'être la réalité, mais le défi auquel, ensemble, nous sommes soumis, c'est la restauration de la confiance démocratique, c'est la restauration de la confiance dans nos institutions européennes collectives. Alors comment faire? Je crois d'abord qu'il faut une coalition de toutes les bonnes volontés. Nous ne pouvons plus faire l'Europe, ni faire de la politique comme nous en avons fait jusqu'à présent. Jamais, jamais dans l'histoire de l'humanité, les gens n'ont été aussi éduqués. Jamais, jamais la différence de savoir, de connaissance entre les élus et les citoyens n'a été aussi faible. La démocratie ne peut pas se limiter à une élection tous les 5 ans et à un référendum dont les questions, la plupart du temps, sont des questions opportunistes. Il nous faut donc assumer nos valeurs, assumer nos convictions et savoir que nous bénéficions de privilèges. Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président, j'ai 2 enfants qui ont 4 ans et 8 ans. C'est un privilège. J'aimerais, faisant partie de la première génération Erasmus, qu'ils bénéficient des mêmes droits et des mêmes libertés de circuler, d'étudier, de m'installer, d'aimer librement en Europe, et j'aimerais que leurs enfants puissent également en bénéficier. Et je ne veux pas, nous ne voulons pas que ce privilège soit une parenthèse dans l'histoire. Le dernier élément qui mobilise les membres du mouvement du 9 mai, c'est notre conviction que, je ne parlerai pas d'identité, appartenance nationale, appartenance européenne, appartenance à l'espèce humaine sont complémentaires et ne s'opposent pas. Quand les principaux défis de la planète sont des défis mondiaux, nous devons apprendre à faire face à la complexité et à apprécier différents niveaux d'appartenance. Je crois que c'est ça qui fait l'intelligence de la démocratie, je crois que c'est cela qui fait notre intelligence collective. Alors notre feuille de route. Nous sommes venus vous voir, Monsieur le Président, je crois le 10 juin, parce que le 9 mai, avec des personnalités des 4 coins du continent, de toutes les générations, de toute sensibilité politique, de toute sensibilité artistique, nous avons décidé de lancer un appel pour une feuille de route de relance du projet européen, de renaissance européenne. Un appel concret, pragmatique, avec 6 initiatives stratégiques qui visent, premièrement, à renforcer la démocratie en Europe. Et le renforcement de la démocratie, ça passe par une éducation civique européenne. Car comment se penser européen quand il n'existe pas le minimum d'un socle d'éducation civique commun? La démocratie, ça passe aussi par des débats véritablement européens. Nos élections européennes ne sont pas aujourd'hui des élections européennes, ce sont des élections plurinationales. Et notre proposition, aujourd'hui, c'est de profiter peut-être un peu abusif, du départ de nos amis britanniques pour créer une circonscription européenne avec des listes transnationales qui fassent que les prochaines élections européennes soient véritablement des élections européennes et pas une combinaison de débats nationaux. Notre deuxième initiative stratégique, elle concerne la sécurité. Elle fait écho à votre engagement de ces derniers mois. La sécurité est la condition de l'exercice de la liberté.
La sécurité n'est pas devant la liberté, la sécurité conditionne son exercice. Il est urgent que les Européens, les États membres respectent leurs engagements en matière de sécurité, en matière de coopération judiciaire, pour que l'Europe soit en mesure de prouver son efficacité. Il est urgent que nous nous dotions de frontières communes. Il est urgent aussi, dans un monde où l'Amérique s'éloigne, que nous nous dotions d'une défense commune et d'une autonomie en matière de défense. C'est pourquoi nous avons préconisé le développement immédiat d'une capacité de recherche et développement qui préfigure une armée européenne. Notre troisième initiative concerne les migrants et les réfugiés. Comment peut-on être en mesure de définir une stratégie de migration et de gestion des réfugiés quand on ne partage pas une vision commune des défis à court, moyen et long terme? C'est tout l'enjeu d'une future politique des migrants et des réfugiés, qui sont deux sujets très différents, mais je me permets toutefois de les associer. Notre quatrième initiative concerne le développement économique et social. Il est urgent de relancer l'investissement en Europe. Il faut un doublement du plan Juncker. Il faut surtout que les investissements d'avenir ciblent les bonnes technologies, les bonnes industries et de la bonne manière, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Et nous préconisons de cibler les investissements dans les technologies clés d'avenir où les Européens sont leaders et que les Américains comme les Chinois et les Japonais sont en train de nous copier. C'est la condition pour inventer les emplois de demain, c'est la condition aussi pour reprendre le leadership en matière industrielle. Et nous sommes ici à l'École des Mines qui a suscité l'admiration non seulement de l'Europe, mais du monde entier en capacité d'innovation et d'invention. Notre cinquième initiative concerne l'eurozone. L'eurozone ne peut pas être une machine à créer des inégalités. L'eurozone doit mettre la solidarité et l'efficacité à son cœur. Il faut adapter le mécanisme de stabilité. Il faut qu'il puisse répondre à des chocs asymétriques. Mais il faut aussi finaliser, achever l'union bancaire. Parce que sinon, nous risquons à court terme une véritable crise financière auquel ni les Européens ni le monde ne sont prêts. Et notre sixième initiative stratégique, et j'aurais dû commencer par elle, concerne la jeunesse. Les jeunes sont les principaux ambassadeurs du projet européen. Ils veulent s'engager, mais ils ont la conviction, et nous en avons longuement discuté, que l'Europe les néglige, que l'Europe les maîtrise, alors que l'Europe est leur horizon. Nous souhaitons démocratiser Erasmus. Nous souhaitons un Erasmus des collégiens. Nous souhaitons un Erasmus des apprentis. Nous souhaitons un Erasmus des associations. Nous souhaitons un Erasmus pour tous. Ces 6 initiatives sont concrètes, elles sont pragmatiques, elles peuvent très largement être mises en œuvre dans le cadre du traité de Lisbonne, qui n'a pas besoin d'être modifié à court terme. Bien sûr, le moment venu, il faudra adapter les institutions parce que nous devons renforcer notre capacité de décision, mais l'urgence est de reconnecter, de nous réconcilier, de gagner une bataille majeure, la bataille de l'adhésion des citoyens au projet européen. Voilà l'urgence. Maintenant, il faut changer de méthode. On en a parlé. Et la méthode, c'est un dialogue, comme nous l'avons avec vous entamé, entre les dirigeants de l'Union et la société civile et tous ceux qui veulent donner un avenir positif à ce continent. Il y a aujourd'hui un tiers d'Européens qui se méfient de l'Europe. Il y a un tiers d'Européens qui doutent. Il y a un tiers d'Européens qui souhaitent l'Europe, mais qui se questionnent. Qui pour la relancer?
et comment remettre l'homme à son cœur. Notre souci, c'est l'impact. C'est l'impact, c'est que nos idées ne soient pas de belles idées, que notre conférence ne soit pas une conférence de plus, que ce que nous voulons devienne réalité politique. C'est pour ça que vous nous avez, le 10 juin, rencontrés, vous nous avez écoutés, nous demandions une déconnexion du Brexit, des négociations sur le Brexit, d'une future feuille de route de relance. Nous demandions une relance au plus tôt après l'été. Nous demandions que cette relance intègre nos 6 priorités. Le Parlement européen, le 6 juillet dernier, a voté une résolution qui reprend l'ensemble des recommandations de notre feuille de route. Le président de la Commission européenne a fait, le 14 septembre dernier, son discours en intégrant nos recommandations. Et le 16 septembre, à Bratislava, alors que la tentation était de ne pas faire de communiqué de presse, vos équipes ont réussi à inclure l'idée d'une feuille de route et l'idée que cette feuille de route devait être au plus tard actée à Rome, à l'occasion du 60e anniversaire du traité de Rome, en mars prochain. Et nous vous en remercions. Maintenant, notre sujet, il est simple. C'est que toutes ces intentions, toutes ces résolutions deviennent des actes. Et notre question, et nos questions, elles sont simples. Comment faire? Qu'est-ce que la France peut faire? Comment pouvez-vous aller convaincre vos homologues? Comment pouvons-nous créer une nouvelle forme de dialogue riche entre la société civile, les Européens, la classe politique, pour faire l'Europe ensemble? Nous, citoyens, patriotes, citoyens européens, prendrons nos responsabilités. Nous lancerons, à partir de cette première convention de Paris, une convention à Bratislava en décembre, une autre à Berlin en janvier, une troisième à Rome en février, une quatrième à Bruxelles en mars. Voilà notre engagement. Maintenant, ce que nous croyons, c'est que dans l'époque dans laquelle nous vivons, chacun est potentiellement un homme et une femme politique détenteurs du destin de son pays, du destin de l'Union, du destin de la démocratie. Et j'invite chacun à prendre ses responsabilités. Merci. Et je suis très heureux d'inviter le Président de la République. Bien, je veux d'abord remercier le directeur de l'École des Mines de nous accueillir ici, sans concours. Je voudrais aussi saluer les présidents d'Europa Nova et tous les parlementaires qui se sont associés à cette initiative et vous demander d'abord de me pardonner de ne pas avoir pu ouvrir vos travaux ce matin. Mais c'est vrai que j'étais à Nice pour une cérémonie particulièrement émouvante en mémoire des 86 victimes des attentats du 14 juillet. Parmi ces victimes, celles qui sont décédées ou celles qui sont encore blessées, il y avait 19 nationalités, si je puis dire, représentées. Beaucoup venaient d'Europe. Et j'en ai rencontré là parmi les victimes qui me disaient que c'était la France qui avait été visée, frappée, accablée, attaquée, mais que c'était toute l'Europe qui se sentait concernée. Parce que c'était aussi le 14 juillet. Le 14 juillet, c'est fête nationale, mais c'est aussi la célébration de la liberté partout, partout dans le monde. Alors, je viens au terme de vos travaux, j'en ai reçu ici
je n'ose pas dire la synthèse, mais en tout cas les conclusions. Et je suis interpellé comme citoyen européen, mais aussi, si j'ai bien compris, comme président de la République française. Même si, dans le mouvement citoyen, on ne distingue pas selon les niveaux, les responsabilités, ou si je puis dire, les ordres. Il n'y a que des citoyens. Je voulais vous remercier pour cet engagement, pour l'appel que vous aviez lancé, Guillaume Clossat, Denis Simoneau, Cynthia Fleury et beaucoup d'autres, parce que c'était important, et c'était même avant le Brexit, qu'il puisse y avoir un certain nombre de personnalités et aussi de mouvements qui puissent se mobiliser par rapport à l'enjeu européen. Et c'est ce que vous aviez voulu définir à travers cette feuille de route pour la renaissance européenne. La renaissance entendue au double sens du terme. Renaissance parce que nous voyons bien qu'il faut repartir, aller de l'avant, mais renaissance aussi parce qu'il n'y aura pas d'Europe s'il n'y a pas aussi création culturelle, émancipation, s'il n'y a pas un moment aussi où, bien plus que ceux qui pensent s'intéresser à la politique, mais qui ont envie de participer à une culture commune, se mobilisent. La France, et j'y ai veillé, a repris plusieurs de vos propositions. Et le président de la Commission européenne également, et c'était très important qu'il puisse, dans le discours devant le Parlement européen, définir cette feuille de route. Je ne dis pas qu'il ressemble en tout point à la vôtre, mais qui s'en est inspiré. Ce qui, d'ailleurs, laisse penser que le débat démocratique n'est pas figé, n'est pas fermé, et qu'il y a toujours des espaces que l'on peut utiliser pour faire avancer les esprits et les idées. Le sujet, je vous le dis tout net, ce n'est pas simplement de fixer de nouvelles orientations à l'Union européenne, mais c'est de déterminer l'avenir même du projet. Car il est vrai que l'Europe est confrontée à une mondialisation qui a considérablement changé, qui secoue les peuples. Confrontée aussi à des contestations populistes qui ébranlent les structures partisanes. On le voit partout, dans tous les pays européens. Et puis, il y a des menaces nouvelles, le terrorisme, les conflits qui sont à nos portes européennes. J'étais encore cet après-midi en discussion avec la chancelière pour préparer un éventuel format Normandie, pour chercher à appliquer les accords de Minsk, pour faire cesser un conflit qui est, là encore, tout proche de nous. Mais je pense aux guerres qui se produisent au Levant, c'est-à-dire en Syrie et en Irak, et avec ce drame humanitaire qui est Alep, et qui devrait secouer toutes les consciences européennes. Et aujourd'hui, ce serait de l'Europe que devrait partir cet appel, ce cri, pour que nous puissions acheminer une aide vers une ville qui est aujourd'hui bombardée, enfermée, et qui est également touchée parce qu'elle est une ville de culture. Et je me pose cette question, pourquoi y a-t-il eu, il y a encore quelques années, et c'était une force considérable, une opinion qui s'était levée pour Sarajevo, Srebrenica et même Grozny. Et là, pour Alep, il faut élever encore davantage la voix. Et qui devrait le faire, si ce n'est l'Europe? C'est vrai que le monde se reconstitue. Nous n'avions pas pris conscience lorsque le mur de Berlin s'est effondré, que l'Europe s'est réunifiée. Nous étions néanmoins toujours dans les schémas que nous avions connus, enfin que ma génération avait connus, ceux de la guerre froide, de l'après-guerre, et donc qui laissaient penser que nous allions forcément vers une forme de convergence des sociétés, des idées, des démocraties, et que c'était encore les frontières de l'après-guerre qui allaient dominer. Ce n'est plus vrai. On l'avait vu d'ailleurs à travers le conflit des Balkans. On le voit surgir maintenant dans beaucoup de régions du monde. Et c'est d'ailleurs ce qui se produit en Irak et en Syrie.
partir de là, on voit des nouvelles puissances qui émergent, puissances économiques, on les connaît, mais de nouveaux empires qui sont en train de se reconstituer, souvent les mêmes qui existaient avant la Première Guerre mondiale. Alors l'Europe, face à ce nouveau schéma, de nouveau contexte mondial, paraît comme dépassée, à la fois parce que son organisation ne paraît plus adaptée et parce que son projet se dilue, simplement réduit aux questions économiques ou aux questions politiques liées à la cohésion entre les 28. Et puis arrive le Brexit, qui vient, une fois encore, créer non pas une crise de plus, mais une crise d'existence. C'est-à-dire qu'il y a une crise de sens qui s'est installée déjà depuis plusieurs années, vient maintenant lui succéder une crise d'existence. L'Europe a été confrontée, depuis sa création, à des crises nombreuses, qui faisaient d'ailleurs que l'Europe était toujours en crise, ce qui donnait d'ailleurs beaucoup d'importance aux chefs d'État et de gouvernement, qui étaient là pour régler les crises. Avec ces nuits haletantes, vont-ils y parvenir? Combien de temps ça va prendre? Puis les communiqués de victoire à la fin, laissant penser que chaque pays avait su faire prévaloir son intérêt et surtout sa thèse. Oui, on en a connu des crises. Encore depuis 2012, j'ai vécu la crise financière. J'ai eu aussi, avec les 28, mais surtout avec les pays de la zone euro, fait en sorte que de maintenir quand même l'unité, l'union économique et monétaire. Et puis la zone euro. Nous avons sauvé la Grèce, même si encore aujourd'hui, tout n'est pas encore délivré pour que la Grèce puisse elle-même, d'une certaine façon, être délivrée. Mais là, nous n'avons pas une crise de plus, nous avons la crise, celle qui touche à nos finalités. Et nous l'avons ressenti tous à travers la question des réfugiés. Là, les fractures n'ont plus été entre les grands pays et les petits pays, le Sud ou le Nord, les pays en excédent ou les pays en déficit. Là, non, les clivages étaient beaucoup plus fondamentaux, au sens où certains pays étaient prêts à accueillir, d'autres s'y refusaient. Quand il fallait parler de répartition, là, il ne s'agissait plus de répartition des subventions, des fonds européens ou des montants compensatoires au temps de la politique agricole commune. Là, il s'agissait de répartir des gens, des êtres humains. Et on le faisait avec les critères d'hier. Et nous étions à ce moment-là devant une crise bien plus grave que toutes celles que nous avions pu affronter et connaître dans les dernières décennies. Alors il ne s'agit plus, et je pense que Guillaume avait raison, d'inventer une nouvelle architecture institutionnelle, ce temps viendra, ou de savoir quels mécanismes financiers nous allons mettre en œuvre pour éviter telle ou telle difficulté ou faillite. Ils sont là, il faut les utiliser. Non, la question c'est de savoir ce que nous avons en commun et ce qui va nous unir. Alors, la décision britannique nous oblige à cette confrontation avec nous-mêmes. Le Royaume-Uni a voulu partir. Je ne suis pas sûr que c'était l'intention de ses dirigeants, mais aujourd'hui, ils ont décidé de partir. Je crois que la pire des attitudes serait ou de contester leur choix, ou de vouloir remettre en cause les fondements même de l'Union européenne. Donc il faut aller jusqu'au bout de cette négociation, tout en préservant les principes de l'Union européenne, et notamment les principes de libre circulation. Parce que s'il apparaissait qu'un pays peut sortir et que ça n'a aucune conséquence, et qu'il peut continuer à commercer, à investir comme avant, sans avoir les règles communes de l'Union européenne, mais ce n'est pas seulement le Royaume-Uni qui va décider de partir, c'est la dislocation qui se produira, c'est la séparation. Donc nous devons nous poser cette terrible question. Soit nous renonçons à l'ambition européenne, nous considérons que ça a été un temps de notre histoire
et que nous devons maintenant nous réduire à nos frontières, retourner à nos souverainetés telles que nous les connaissions. Alors, ça sera la perspective de la dislocation, de l'effacement. Et je l'ai dit, la sortie du Royaume-Uni ne sera qu'un début. Soit nous nous donnons une nouvelle ambition, nous lançons une nouvelle initiative, nous portons une nouvelle impulsion, conforme aux aspirations des citoyens, et alors nous avons à donner une perspective. C'est vrai que la feuille de route de Bratislava a donné un horizon, un agenda, des priorités. L'horizon, c'est de nous retrouver en mars 2017, parce que c'est le 60e anniversaire de la signature du traité de Rome. Oui, aussi un agenda, de faire étape par étape pour que nous puissions avoir des résultats à présenter pour cet anniversaire et de fixer des priorités. Je pense qu'avant d'en arriver là, il faut être clair sur un certain nombre de points. Le premier, c'est la question de la souveraineté. Je suis profondément convaincu que les solutions aux épreuves que je viens d'évoquer, les défis que nous sommes conscients qu'il va falloir relever, ne se trouveront pas dans le repli, dans la fermeture, dans les frontières nationales et dans le renoncement aux solutions collectives. Mais je pense aussi qu'il serait dangereux d'imaginer que l'idée européenne puisse ignorer la légitimité et la réalité des nations. C'est sans doute en jouant sur cette peur de l'effacement que les populistes se sont réveillés et engouffrés, en laissant croire que c'était l'Europe qui faisait disparaître les identités. Alors, Jacques Delors avait eu une formule qui lui avait été plusieurs fois reprochée, de faire une fédération d'États-nations. On avait souligné la contradiction, mais il avait profondément raison. Qu'est-ce qui relève de la fédération? Qu'est-ce qui relève des États-nations? L'Europe ne vise pas à se substituer aux nations, mais les nations ne peuvent pas, à elles seules, définir une ambition européenne. Donc, sur un certain nombre de projets, il doit y avoir partage et transfert de souveraineté. Et sur d'autres, les nations doivent pleinement pouvoir intervenir. Il s'agit donc d'unir les Européens, mais de ne pas brusquer les sociétés, de respecter les peuples, mais de les faire converger vers un idéal commun, sans qu'ils aient à perdre leur singularité. La deuxième question, c'est la subsidiarité. Que doit faire l'Europe? Que peuvent faire les États? Les priorités de l'Union européenne, dans cette phase-là de sa destinée, c'est d'abord la protection. C'est ce que nos citoyens réclament, la protection. Pas la protection simplement des frontières, même si elle est nécessaire, je vais y venir, la protection de ce qui est l'essentiel pour nous, les valeurs, la liberté, la démocratie, notre culture, notre modèle social. Alors commençons à protéger les frontières, si nous voulons éviter que ne se rétablissent des frontières intérieures. Et nous avons bien vu que c'était devant la question des réfugiés que nous devions nous mettre sérieusement au travail. Les frontières extérieures protégées, ça veut dire des gardes-frontières et des gardes-côtes européens, des moyens européens pour assurer cette sécurité. Et on ne peut pas transférer cela sur les pays qui ont, par la géographie, la responsabilité d'accueillir les réfugiés et les migrants, et qui n'en peuvent plus. Donc il faut absolument qu'il y ait cet engagement, que l'Europe mette tous les moyens nécessaires pour assurer garde-frontières, garde-côtes, et puis aussi les lieux où sont enregistrés les réfugiés et les migrants, où on puisse savoir celles et ceux qui relèvent du droit d'asile et qui doivent être accueillis, ce qui voudra dire répartis, et puis celles et ceux qui, en revanche, n'ont pas vocation à venir dans notre espace européen et qui, à ce moment-là, doivent être raccompagnés dignement. Et une fois que leur situation a été éclaircie, mais là encore, il y faut des moyens européens. S'il n'y a pas de règles, s'il n'y a pas de respect de ces règles, il n'y aura plus de cohésion et il n'y aura plus d'Europe. La sécurité, c'est aussi le bien commun européen. La France s'est longtemps enorgueillie, ça peut lui arriver,
d'avoir une défense qui lui permettait de projeter des forces à l'extérieur, d'assurer son indépendance par la dissuasion nucléaire et de disposer d'une autonomie stratégique, ce qui lui permettait de mener un certain nombre d'opérations à l'extérieur, en Afrique notamment, au nom de l'Union européenne. Mais aujourd'hui, je suis conscient que le service le plus éminent que la France peut rendre à l'Europe, c'est de contribuer à bâtir des éléments communs de défense et de sécurité. L'Allemagne elle-même a évolué sur cette question. Jusqu'à récemment, il était inconcevable que le Bundestag puisse se lancer dans des opérations extérieures. Ça reste difficile, parce que ce sont des questions de principe, et que je peux comprendre. Mais je sens qu'il y a là une évolution. Et de ce point de vue, je ne me plains pas que l'Allemagne puisse regarder l'Afrique avec responsabilité, à la fois pour son développement, pour également sa sécurité. Les Britanniques, ce n'est pas parce qu'ils sont ou ils vont sortir de l'Europe qu'ils ne doivent pas être attachés à une défense européenne. Mais tous les pays européens doivent se coordonner et participer à l'effort de défense. Et savoir ce que chaque pays, là encore, en fonction de sa souveraineté, peut assurer. La protection, c'est aussi des forces pour lutter contre le terrorisme. Je l'ai dit, la France a été frappée, mais beaucoup de pays européens l'ont également été. Nous sommes conscients que le terrorisme va rester une menace et doit nous conduire à, là encore, faire coopérer nos polices, coordonner nos services de renseignement, agir contre la propagande, la radicalisation. Qui peut mieux le faire si ce n'est l'Europe? Elle n'est pas un risque, comme certains laissent penser qu'elle pourrait être, en fonction des peurs qu'ils essayent d'insuffler dans les opinions publiques. Non, elle est un bouclier, l'Europe. Et il est très important aussi que nous puissions expliquer cette réalité toute simple. Il y a des élections qui vont se produire aux États-Unis. Une présidente va être élue. Mais au-delà de ce qu'elle peut représenter, de ses convictions, sachez bien qu'il ne faut plus attendre des États-Unis la protection et la défense du territoire européen. Non pas que les États-Unis vont s'éloigner de nous, ne vont pas être notre allié, mais parce que les États-Unis vont demander aux Européens de se défendre par eux-mêmes, et que c'est notre devoir, c'est notre responsabilité. La deuxième priorité pour l'Europe, qui est également contenue dans votre feuille de route, c'est la croissance et l'emploi. Là encore, les politiques économiques relèvent des États et des nations. Mais nous savons que nous avons besoin d'une gouvernance commune. Nous avons besoin que la zone euro se dote d'un budget. Nous avons besoin qu'il y ait une capacité d'investissement et d'emprunt. Et nous avons aussi la nécessité de faire relancer les pays qui sont en excédent, quand les pays qui sont en déficit doivent continuer à faire des efforts de compétitivité et de réduction de leur dette. Mais nous devons aussi penser que l'impulsion ne peut pas venir simplement de la Banque centrale européenne. D'ailleurs, curieux paradoxe. Pendant des années, il n'y avait pas de mots assez forts pour dénoncer la politique de la Banque centrale européenne, et maintenant nous nous sommes remis à son bon vouloir. Elle fait ce qu'elle peut, elle fait ce qu'elle doit, elle inonde de liquidités. Mais si les États et si l'Europe ne prennent pas eux aussi leurs responsabilités, la croissance ne pourra pas repartir autant qu'il est nécessaire. Et donc je crois vraiment que le doublement du plan Juncker, que les investissements pour les énergies renouvelables, la transition écologique, le numérique, les infrastructures, ce sont des investissements qui sont nécessaires, pas simplement pour relancer, qui sont nécessaires pour construire l'Europe telle que nous la voulons, une Europe d'avant-garde dans bien des domaines. C'est vrai que l'accord sur le climat doit beaucoup à l'Europe, pas simplement parce que cet accord a été signé à Paris, mais parce qu'il y a eu ce mouvement citoyen qui est venu d'Europe. Mais nous n'aurions pas pu réussir sans les autres. Alors ce serait un comble que l'Europe, qui a tant fait pour qu'il y ait cet accord sur le climat, soit en retard, elle a failli l'être pour la ratification, que l'Europe soit en retard par rapport à tous les investissements que nous avons à faire.
Et nous devons même aller plus loin que les engagements qui ont été pris au moment de l'accord de Paris. Et puis, nous devons faire que nos entreprises puissent avoir une taille mondiale. Et là, les esprits ont également évolué. Il y a quelques années, c'était la concurrence qui l'emportait sur toute autre considération. Il suffisait qu'il y ait même des regroupements d'entreprises en Europe pour que la Commission vienne les empêcher au nom de la concurrence au sein du grand marché, alors même que des grandes entreprises venant d'ailleurs, souvent des États-Unis, venaient nous faire compétition et concurrence sur notre propre terrain. Eh bien, ça doit être fini. Et il en est de même pour la fiscalité. Il n'est quand même pas acceptable que des grandes entreprises extérieures à l'Union européenne viennent faire leurs affaires, développer de la richesse, mais ne pas payer des impôts ici pour les payer ailleurs. Quelquefois, ça peut arriver sur un certain territoire européen. J'ai même vu que le pays en question ne voulait même pas de cet argent, de peur que ça puisse nuire à la localisation des investissements. Mais non, nous devons avoir des règles d'harmonisation fiscale. Il n'y aura pas d'Europe s'il n'y a pas une harmonisation fiscale. La troisième priorité, mais vous l'avez évoqué, c'est la culture, l'éducation, l'université, la recherche, la jeunesse. Et là encore, nous devons montrer qu'il y a une singularité européenne. La culture européenne n'est pas l'addition de toutes les cultures de nos pays respectifs. C'est une forme de création qui vient d'une conception de civilisation, qui n'est pas fermée, qui est ouverte et qui se livre au monde. L'Europe doit être ouverte, sinon elle n'est plus l'Europe. Et donc nous devons faire que la mobilité puisse être un principe. D'où l'importance que nous devons attacher à la libre circulation des personnes. Et à cet égard, je reprends toutes les propositions que vous faites sur l'Erasmus pour les collégiens, les lycéens, bref, tout jeune devrait pouvoir connaître un programme de mobilité. En Europe, mais je me disais, même en France, il y a des jeunes Français qui ne sont jamais sortis de leur ville, jamais sortis de leur village. Non pas qu'il n'ait pas de moyens de transport, mais la connaissance, la découverte ne vont pas forcément de soi. Et vous vous rendrez compte souvent que parmi les populistes, ce sont souvent les électeurs qui sont les plus loin du monde qui en ont le plus peur. Donc la découverte du monde, la rencontre avec le monde, avec l'Europe, mais avec son propre pays, c'est essentiel pour la démocratie et pour la liberté. Donc la mobilité, ce n'est pas simplement un droit que l'on viendrait donner aux jeunes parce qu'on se dit les jeunes aiment les voyages. C'est parce que c'est ce qui va faire que l'Europe pourra exister, se connaître, se partager. Donc je suis bien sûr conscient qu'il ne faut pas remettre en cause des crédits qui sont affectés à la garantie jeunesse, à l'apprentissage, à tout ce qui peut faire que les jeunes puissent accéder aux qualifications. Mais je pense qu'il faut donner plus de mobilité, et notamment même le service volontaire européen. Nous avons créé un service civique, mais le service civique devrait être européen, parce que les besoins sont partout en Europe. Vous avez parlé d'appartenance. C'est sans doute le mot qui convient, l'appartenance européenne. La question, c'est de savoir si l'Europe se considère comme une puissance. Le mot peut faire peur. Non, une puissance de paix, une puissance d'harmonie, une puissance de développement, une puissance au service de la résolution des conflits et des crises. L'Europe est la première puissance économique, mais elle n'est pas une puissance politique. Et donc, elle manque au monde. Elle ne manque pas simplement à elle-même, l'Europe. Elle manque au monde. Le monde a besoin de l'Europe. Et pour cela, il faut que nous puissions faire que de la puissance économique qui est la nôtre, nous puissions faire une puissance politique. Et c'est le message que vous nous lancez. Moi, j'ai toujours été européen. J'ai toujours pensé que cette idée serait majoritaire. Elle ne l'est plus. Je vous le dis tout net, elle ne l'est plus. Sauf dans quelques pays.
souvent ceux qui sont arrivés plus récemment dans l'Union européenne, sans d'ailleurs en comprendre toutes les conséquences et en partager toutes les obligations. Donc nous devons faire cette bataille de conviction. L'Europe ne va plus de soi. La preuve, c'est que ce qui avait été un long processus d'élargissement connaît un coup d'arrêt et un pays va partir. L'Europe ne va plus de soi puisque des populistes, des souverainistes, et parfois même dans des partis de gouvernement, laissent penser que moins il y aura d'Europe, plus il y aura de puissance et plus il y aura de liberté. L'Europe ne va plus de soi parce que même les valeurs qu'elle porte sont contestées. L'accueil, la solidarité, le modèle social, une conception commune des droits. Face au terrorisme, on a vu qu'il y avait un certain nombre de remises en cause qui pouvaient s'énoncer. Même la Cour européenne des droits de l'homme, qui est attachée au Conseil de l'Europe, une des plus vieilles institutions de la construction européenne, même cette Cour, ses décisions ne sont plus respectées, et même son autorité, sa légitimité est contestée. Donc, puisque l'Europe ne va plus de soi, il faut faire en sorte de créer ce mouvement. Comment peut-il émerger? Vous dites les citoyens, je suis heureux de pouvoir les rencontrer, mais il va falloir créer ce mouvement citoyen. Ne pensez pas que l'Europe n'est venue que des institutions. Il y avait, avant des institutions, il n'y avait pas d'Europe, mais il y avait un esprit européen. François Mitterrand disait toujours que la première réunion à laquelle il avait participé, c'était le congrès de La Haye en 1948, qu'il avait profondément marqué. C'était l'après-guerre. Et donc il y avait un esprit qui s'était créé pour l'Europe. Mais il a fallu, après, 10 ans pour bâtir le marché commun, celui-là même dont on va célébrer l'anniversaire l'année prochaine. Donc il faut qu'il y ait cet esprit. Pas simplement pour défendre une réalité qui n'est pas forcément satisfaisante, et vous l'avez énoncé. Non, défendre et promouvoir un esprit européen. Les chefs d'État et de gouvernement ont une responsabilité. Mais vous savez que le Conseil européen décide à l'unanimité. Et c'est ce qui d'ailleurs fait sa lourdeur, sa lenteur pour prendre des décisions. La Commission européenne, elle, peut donner une impulsion, mais elle n'a pas la capacité pour décider à la place du Parlement européen et du Conseil européen. Le Parlement européen, et vous l'avez dit, souffre non pas d'un défaut de légitimité, tous les parlementaires sont élus au suffrage universel, mais les opinions publiques n'ont pas été formées par rapport à un enjeu européen, même s'il y a eu un progrès, puisque le président Juncker est issu d'un processus électoral qui s'est produit au moment de l'élection du Parlement européen. Les chefs d'État et de gouvernement n'étaient pas forcément sur cette thèse. Donc il faut créer un mouvement qui ne passe pas par un changement institutionnel, mais par une conviction très forte qui doit être portée. Les populistes utilisent la peur. La peur est toujours ce qui, à un moment, peut faire rétracter les opinions publiques, les replier, les renfermer. Vous devez utiliser, nous devons utiliser l'espoir. Qu'est-ce que l'Europe peut apporter pour que nous soyons plus libres, pour que nous soyons plus fiers, pour que nous soyons plus grands ensemble? Et c'est davantage sur les grandes questions politiques que l'Europe arrivera à convaincre. Parce que ce qui fait la fierté d'une nation, d'un continent ou d'une collectivité, quelle qu'elle soit, c'est quand elle est capable de peser dans le destin du monde. C'est quand elle est capable de changer ce qui paraît être un ordre établi pour toujours. Et c'est cet espoir-là qu'il faut lever. Et je sais que la jeunesse, parce que c'est souvent ce que l'on attribue à cette génération, ce qui lui donne beaucoup de responsabilités, parfois qui lui pèse, parce qu'elle ne fait plus souvent que hériter des problèmes que nous lui avons laissés. Mais c'est vrai que c'est à la jeunesse de s'emparer de cette question européenne. Or, là encore, rien n'est joué. Chez beaucoup de jeunes, et pas simplement dans les catégories populaires, comme on le dit souvent, mais chez beaucoup de jeunes, il y a l'idée que l'Europe, ce serait une vieille idée, qu'aujourd'hui c'est le monde qui doit l'emporter, et que l'avenir ne passe pas nécessairement par cette histoire-là. Eh bien si,
Ce qui supposerait d'ailleurs que partout où on est dans le monde, on puisse défendre le drapeau européen et pas simplement son propre pays. Voilà pourquoi je vous appelle, moi aussi, à mon tour, sans fuir devant ma responsabilité. Moi, jusqu'au mois de mai 2017, je ne peux pas m'engager pour plus tard, mais jusqu'au mois de mai 2017, je vous le dis, je continuerai à faire en sorte que les initiatives que vous avez lancées, que l'espoir que vous portez puisse se traduire dans des décisions du Conseil européen. Mais surtout, ne lâchez pas prise. Ne donnez pas votre confiance avant d'être certain qu'elle sera bien utilisée, bien portée et qu'elle sera bien traduite. Faites en sorte de mobiliser toutes les consciences. Plus que jamais, nous en avons besoin. Merci.